Bonjour à tous, de retour donc après ces 2 semaines de vacances, donc de retour sur l'activité préparatoire à la fonction exponentielle, chapitre essentiel de notre programme de première spécialité. Donc j'espère que vous avez déjà cherché, si vous avez buté à quelques endroits, j'espère lever toutes les interrogations et n'hésitez pas encore une fois à me poser vos questions sous la vidéo YouTube parce qu'au moins je le vois assez rapidement, sinon sur un courrier, un courriel sur l'ENT. Voilà, donc le principe donc, de la vitesse de désintégration des atomes de carbone 14, j'espère que vous avez lu attentivement. Donc ici nous avons un tableau de proportionnalité pour vous aider dans vos recherches, j'espère que ça vous a aidé. On a ensuite la courbe de désintégration du carbone 14 et on vous demandait ici, en assimilant la vitesse instantanée à la vitesse moyenne entre C et D, ici de calculer la vitesse instantanée en C. Donc en gros, on regarde, si vous voyez ici, pourquoi on peut assimiler, regardez bien, si je trace le trait entre C et D, eh bien on peut voir que c'est quasiment confondu avec ici la courbe. Donc ici on voit que la tangente, d'accord, si je fais la tangente, quasiment à peu de choses près, par rapport à la sécante un peu plus loin, c'est quasiment la même droite, quoi. Donc voilà, bien comprendre ça. Et même chose ici, regardez bien. Si je viens ici en A faire la sécante, d'accord, à peu de choses près, pardonnez les approximations, j'essaie de le faire un peu mieux, décidément. Voilà, là je fais la sécante. Si vous regardez la sécante par rapport à la tangente, c'est quasiment la même chose. Voilà. Donc en gros, si vous voulez, en termes de pente, eh bien, vous savez que la vitesse instantanée, c'est la pente de la tangente. Comme la tangente et la sécante, c'est quasiment la même chose. En gros, la courbe est quasiment assimilable à une droite entre le point A et le point B, et quasiment assimilable à une autre droite entre le point C et le point D. C'est pour ça qu'on vous demande d'assimiler la vitesse instantanée à la vitesse moyenne. Donc ça, il fallait comprendre ça. Alors, comment on calcule une vitesse moyenne? Ici, je vous rappelle, c'est l'écart ici entre la distance parcourue. Donc là, ici, la distance, c'est pas une distance, c'est un nombre d'atomes de carbone 14. Donc le calcul est le suivant, 60,71 moins 77,92, donc moins 17 et quelque chose, divisé par l'écart de temps, donc 40 moins 20, donc divisé par 20. On obtient ici un certain résultat que je vais vous présenter maintenant. Et même chose pour entre A et B. Donc, ici, entre en C, donc le calcul que je viens de vous indiquer, vous obtenez moins 0,8605. Et entre A et B, donc 22,37 moins 28,71, donc moins 6 quelque chose, divisé aussi par 20. Et on obtient ici le résultat suivant, moins 0,317. Alors, bien évidemment, ce tableau est un tableau de proportionnalité. Ici, d'après la question, on vous demande de trouver le coefficient. Ça, c'est un travail de collégien. Donc, on divise moins 0,8605 divisé par 77,92. Puis on fait la même chose ici. Ou alors, on fait les produits croisés. On remarque que c'est quasiment les mêmes, à peu de choses près. Mais pour trouver le coefficient, il faut bien faire le bas divisé par le haut. Et donc, on trouve un coefficient qui est le même à 5 décimales près. Donc, moins 0,0104. Voilà, vous avez dû trouver ça, vous pouvez le vérifier. Donc oui, c'est bien proportionnel d'après les données. Et donc, on continue ici nos petites analyses du graphique. On vous demande la demi-vie. Alors la demi-vie, en fait, c'est quand est-ce que la moitié du carbone 14 disparaît, quoi. Combien de temps la moitié de votre carbone 14 disparaît? Eh bien, environ 55 siècles. Donc voilà, 5500 ans pour perdre la moitié de son carbone 14. C'est comme ça qu'on arrive à dater ici la mort de certains animaux retrouvés, les dinosaures, tout ce que vous voulez. Alors, ensuite, la quantité de carbone 14, là on passe à l'analyse bien évidemment purement mathématique, on va modéliser tout ça.
Donc, constatant, partant de ce fait, hein, qu'apparemment il y a une proportionnalité entre la quantité de carbone 14, hein, je reviens ici, hein, il y a une proportionnalité entre la quantité et la vitesse. Voilà ce qui est remarquable dans la décomposition du carbone 14. Donc il y aurait ici une relation dans la décomposition du carbone 14, donc de proportionnalité entre la quantité et la vitesse. Alors la quantité, on va l'appeler N, le nombre, hein. Donc la quantité de carbone 14, on l'appelle N en fonction du temps, d'accord. Et puis bah, sa vitesse, on va l'appeler N', bien sûr, vous me voyez venir gros comme une maison. Donc la vitesse instantanée, on l'appellera N'. Alors ça c'était un petit rappel ici de notre cours antécédent, hein, sur la dérivée. Donc compléter cette phrase, la vitesse moyenne, hein, donc de désintégration entre t et t plus h, c'est n de t plus h moins n de t sur h, rappelez-vous, hein, ce qu'on avait fait, c'était la vitesse moyenne. Donc c'est en fait l'accroissement moyen de la quantité. Alors c'est une vitesse négative, nous, hein, puisque l'accroissement, en fait, ça décroît. Donc la vitesse instantanée à l'instant t vaut donc ici bien la limite, hein, c'est la limite de la vitesse moyenne, c'est-à-dire c'est la limite de l'accroissement moyen. Donc limite quand h tend vers 0. Ici, en gros, c'est quand je fais tendre D vers C, quoi. Et là, c'est quand je fais tendre B vers A. Voilà, donc là j'obtiens ici la vitesse instantanée qui va être notée N' de t. Ça c'était purement du cours, hein, en fait. Par contre, appliqué à notre exemple, qu'est-ce qu'on obtient? Je vous rappelle, hein, on a une proportionnalité entre la quantité et la vitesse. Donc on a une proportionnalité entre la quantité N et la vitesse N'. Et qu'est-ce qu'on a d'après le tableau? Eh bien, N fois lambda, ça fait N'. Bah, ici, N fois lambda, ça fait N'. Voilà, voilà ce que vous avez demandé. Alors, il y a donc une relation directe entre une fonction et sa dérivée. D'accord? Une fonction et ses dérivées sont ici égales à un coefficient près. Bah, écoutez, c'est assez remarquable. Ce serait déjà bien de trouver une fonction qui soit égale à sa dérivée, si c'est possible, hein. Donc, on se rend compte qu'on aurait besoin de fonctions qui seraient égales à leur dérivée, ou en tout cas, à un coefficient près égal à leur dérivée. Voilà. Donc, il va falloir la construire, cette fonction. Ok. Donc, on va supposer qu'elle existe. Allez, supposons qu'une telle fonction existe, c'est-à-dire qu'on arrive à la construire. Ce qui sera l'objet, bien sûr, de ma prochaine vidéo. Ce sera la construction de cette fonction. Ah, supposons que je l'ai, ça y est, je tiens cette fonction, je lui donnerai un nom plus tard, mais ça y est, je l'appelle f pour l'instant. Elle est égale à sa dérivée. Pourquoi c'est important ici? On va tout de suite le voir. Je reviens à ma fonction n là. D'accord? J'ai mon coefficient lambda qui intervient dans ma fonction n ici, puisque lambda est le coefficient de proportionnalité entre n et n'. Donc soit lambda, hein, quelle est la fonction dérivée de f de lambda t? Donc je prends lambda, je prends ma fonction mystère là, et je regarde f de lambda t. Alors je vous rappelle que ça on l'a vu juste avant, dans la dernière vidéo, hein. C'est une fonction affine composée avec une fonction. D'accord? Et on a appris à les dériver. Hein. En gros, c'est comme si je vous disais f de ax plus b. Hein. A c'est lambda et b c'est 0. Eh bien, on sait dériver une telle fonction. Oui, on a vu que la dérivée de f de lambda t, alors je vais vous montrer ça tout de suite. Donc d'après le dernier cours, hein, la dérivée de f de ax plus b, hein, donc f de lambda t, hein, dérivée, donc le tout prime, c'est a fois f prime, hein, a fois la dérivée de f pris en ax plus b. Donc là, c'est lambda, qui joue le rôle de a, fois la dérivée de f, que l'on note f', prise en lambda t. Sauf que la dérivée de f', c'est f. Donc du coup, c'est lambda fois f de lambda t. Voilà. Donc bien comprendre ça. Hein. Le plus important, hein, c'est de bien comprendre que la dérivée globale, d'accord, ici de f de lambda t, c'est lambda fois la dérivée spécifique de f prise en lambda t. Ça c'est l'essentiel du cours. Je vous ai donné d'ailleurs une correction des exercices que je vous avais proposé, une partie des exercices ici pour voir si vous avez bien compris. Je vous conseille fortement d'aller voir cette correction avec la feuille d'exercice sur la dérivée d'une fonction composée avec une fonction affine. Donc voilà, ça c'est fondamental.
Et qu'est-ce que ça nous permet donc d'avoir? Et une fois que j'ai ça, on se rend compte que la fonction f de lambda t, ma fameuse fonction mystère, ici composée avec la fonction affine lambda t, est solution de l'équation. C'est pour ça qu'on a besoin d'une telle fonction qui serait égale à sa dérivée. Alors, posons donc n de t égale à f de lambda t. Qu'est-ce que l'on remarque? Eh bien, ici, je reprends mon calcul, n', d'accord, c'est-à-dire f de lambda t prime. Eh bien, je reprends ma ligne précédente, c'est lambda fois f', c'est donc lambda fois f de lambda t, c'est lambda fois, f de lambda t, c'est n de t. Et donc, c'est fini, j'obtiens n' de t, qui est égal à lambda fois n de t, c'est-à-dire moins 0,0104 fois n de t. Et donc, ma fonction n répond bien ici à cette, ici, ce qu'on appelle ici équation différentielle. On a besoin d'une équation différentielle. C'est une équation qui met en jeu une fonction et ses dérivées. Donc, cette équation différentielle a pour solution, ici, f de lambda t. D'accord? Ça, il faut bien comprendre ça. Donc, f de lambda t, ok, est solution de l'équation. Alors, vous allez me dire, monsieur, mais vous êtes bien gentil, mais f, c'est qui alors? Je suis bien d'accord avec vous. Il faut trouver une fonction égale à sa dérivée. C'est fondamental. Il faut la trouver. C'est tout l'enjeu ici de ce chapitre. Voilà. Donc, pour conclure, il est donc impératif de découvrir cette fonction f pour la datation au carbone 14, d'accord, et tous les phénomènes de ce type. Et bien évidemment, comme par hasard, eh bien, par exemple, la propagation d'une épidémie. Mais il y a d'autres choses aussi, il y a d'autres phénomènes. Eh bien, ont aussi ces propriétés-là. C'est-à-dire que leur vitesse est proportionnelle à leur quantité. Voilà. Donc, cette fonction mystère, elle sert dans beaucoup de domaines. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous laisse bien prendre connaissance de cette vidéo. N'hésitez pas à faire des pauses, à poser des questions, à bien analyser chaque étape, et surtout à bien prendre conscience de la nécessité ici de connaître une fonction égale à sa propre dérivée. Alors, je vous laisse constater que pour l'instant, de telles fonctions, à part la fonction nulle, on n'en a pas. Il n'y a que la dérivée de la fonction 0, c'est 0, ça y est. Mais vous remarquerez que là, ici, ma fonction n'est pas nulle. Donc, il faut que j'en trouve une autre. Et donc, vous regarderez dans toutes les fonctions de dérivée, aucune n'était égale à elle-même. Donc, aucune n'avait une dérivée égale à elle-même. Voilà. Sur cette question mystère, ou en tout cas ce défi, de trouver une fonction égale à sa propre dérivée, eh bien, je vous laisse, et n'hésitez pas à me poser vos questions sous la vidéo, ou encore une fois sur le NT. Et je vous dis à très bientôt pour la suite ici de ce cours.